Bonjour, mon nom est Isabelle Boisvert, je suis coordonnatrice de Produire la santé ensemble. Aujourd'hui, on est le 26 avril 2012, puis on va vous faire la vidéo bilan, dans le fond, le rapport d'activité de la dernière année de Produire la santé ensemble. Donc, du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Cette vidéo-là, elle s'adresse essentiellement aux partenaires de Produire la santé ensemble qui veulent avoir le suivi annuel de nos activités, mais aussi elle peut s'adresser à toute personne intéressée par le projet. Les acteurs de la vidéo, je vais les laisser se présenter à l'instant. Donc, c'est les membres de l'équipe de Produire la santé ensemble. Bonjour, moi c'est Karine Leblanc. Cette année, j'ai fait la coordination des potagers éducatifs au village à Val d'Espoir. J'ai aussi travaillé sur les potagers éducatifs pour planifier l'été 2012 et j'ai aussi réalisé un projet d'évaluation pour le comité apprentissage. Bonjour, je suis Clémence Bourget, agente de développement des projets éducatifs à Produire la santé ensemble. Je suis en charge des petits cuistots dans les écoles primaires dans la MRC Rocher-Percé. Bonjour, je suis Élise Dumouchel, je suis agente de développement communautaire pour les projets nourriciers à Val d'Espoir et dans le reste de la MRC, surtout à Gascon. Donc, je m'occupe d'accompagner les groupes de citoyens bénévoles dans les jardins communautaires, cuisine communautaire, collective, etc. Bonjour, je m'appelle Annie Tremblay, je suis agente de communication. Donc, mon rôle, c'est de faire ressortir toutes les belles initiatives des citoyens et de l'équipe, puis de s'assurer qu'on comprend bien qu'est-ce qu'on fait à Produire la santé ensemble. Merci. Et dans l'équipe, il y a aussi Sylvain Tapp, qui est agent de développement pour les projets marchands, donc les projets de circuit court là, pour la vente d'aliments locaux. Puis, dans la dernière année aussi, on a eu Marie-Claude Vizio puis Joël Gauvin-Racine qui ont travaillé avec nous pour l'évaluation du projet global, puis aussi le transfert là, de certaines initiatives. Là. On va vous en reparler un petit peu plus tard là, de ce qu'elles ont fait. Donc voilà, on va vous faire une petite mise en contexte juste pour camper c'est quoi puis c'est qui Produire la santé ensemble. Donc d'abord de dire que Produire la santé ensemble, c'est un laboratoire rural, fait que c'est un projet expérimental financé par le gouvernement du Québec qui est sur une durée de 6 ans. Puis maintenant, on fait le bilan de la 4e année. Donc là, on commence la 5e année du laboratoire rural. Qui est-ce qu'on est? Donc, il y a un regroupement de partenaires qui est derrière, ou plutôt devant l'équipe de Produire la santé ensemble. Dans ces partenaires-là, on compte à peu près 35 personnes, dont 15 secteurs. Ça peut être la santé, l'agriculture, le développement des régions, la direction de la santé publique, les universités, la MRC, le CLD, etc. Donc, plusieurs secteurs qui se sont réunis, mais aussi plusieurs citoyens, là, leaders au cœur des projets pilotes qui viennent siéger sur le comité. Fait que ce grand comité-là se rencontre 3 fois par année pour échanger puis déterminer les orientations du projet. Mais qu'est-ce que c'est au juste Produire la santé ensemble? En fait, nous, on pense que en faisant en sorte qu'il y ait une meilleure prise en charge de l'alimentation sur notre territoire, on pense que ça pourrait améliorer la santé. Donc la santé économique, la santé sociale, la santé physique en mangeant des aliments plus frais, mais aussi la santé environnementale en étant moins dépendant des aliments qui viennent de l'extérieur, donc moins de transport des aliments. Donc, c'est quoi l'autonomie alimentaire? En fait, nous, on le travaille à 3 niveaux. Donc, ça peut être d'être capable d'avoir accès localement à des aliments locaux, comme avec les producteurs locaux ou les pêcheurs locaux, donc d'être plus connecté à eux, leurs produits. Mais ça peut être aussi, comme disait Élise, d'être plus connecté à ce qu'on peut produire ensemble, sans forcément acheter ou vendre. Donc, dans un jardin communautaire, par exemple, on se réunit plusieurs citoyens, puis on produit nos aliments ensemble. Et finalement, la 3e dimension qui est bien importante, c'est l'éducation, la sensibilisation, c'est d'être capable de choisir ce mode de vie-là ou ces aliments-là. Donc, bien comprendre pourquoi ils peuvent être meilleurs pour nous, pour notre santé, mais pour la santé de nos villages aussi.
Donc, aujourd'hui, on va vous faire justement le bilan des projets pilotes de chacune de ces 3 logiques-là. Donc, soit la logique communautaire avec Élise, donc les projets citoyens, la logique éducative avec Clémence et Karine, donc les projets justement plus auprès des enfants dans les écoles pour préparer la prochaine génération. Et finalement, la logique marchande, les projets avec les producteurs agricoles pour être plus capable d'avoir accès à des aliments locaux sur notre territoire. On va vous faire aussi un bref bilan de ce qui a été fait en termes d'évaluation dans le laboratoire dans la dernière année, puis aussi au niveau du transfert, comme je disais tout à l'heure avec Marie-Claude Vézio. Et finalement, on terminera la présentation par toute la démarche qui est en cours en ce moment pour la pérennité de Produire la santé ensemble. Parce que comme je disais, c'était un projet sur 6 ans, mais on ne veut pas que ça se termine dans 2 ans, on veut que ça continue. Donc, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites dans ce sens-là, on pourra vous en faire le suivi. Donc voilà, donc ça résume, c'est ce qui va vous être présenté là, au cours des 50 prochaines minutes. Alors on vous souhaite un très bon visionnement, puis merci. Alors moi je vais vous parler des projets de la logique nourricière. Faut noter que je suis en poste depuis seulement septembre 2011, mais je devrais pouvoir vous faire un bilan de toute l'année qui vient de passer ou presque. Alors, premièrement, pour ce qui est du projet de cuisine intergénérationnelle et communautaire de Val d'Espoir, Produire la santé ensemble a eu la confirmation au printemps dernier d'une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés de Service Canada pour la rénovation et l'animation de la cuisine de la salle communautaire de Val d'Espoir. C'est un projet qui est en collaboration avec le Pacte rural, le député provincial et la Caisse populaire. Donc, ces fonds-là ont permis d'agrandir la cuisine de presque 2 fois sa superficie et également d'installer l'installation d'un îlot de travail, l'achat de plusieurs équipements et nouveaux appareils. Et en ce moment, le projet en est à préparer une programmation de cours et d'ateliers de cuisine qui sera offert à la population de Val d'Espoir. Il y a déjà eu quelques activités qui se sont tenues, des activités de boulange, entre autres, des cours de sushi. Et les participants sont vraiment emballés d'avoir cette infrastructure-là accessible. La cuisine va être gérée par le comité de gestion de la salle communautaire, qui sont des bénévoles qui sont impliqués pour la gestion de l'utilisation et de la location de la cuisine. Donc, eux aussi font un gros travail. Un autre projet qui est en lien, c'est le projet du moulin à farine. Le groupe du moulin à farine, c'est 15 familles qui se sont réunies ensemble parce qu'ils voulaient avoir accès à de la farine fraîchement moulue, idéalement de Val d'Espoir. Alors, le groupe du moulin à farine, l'été dernier, en 2011, a expérimenté la culture de 10 variétés de céréales, dont du blé, de l'avoine, de l'épaule, du sarrasin, pour voir comment ces variétés-là se comportaient dans le climat ici à Val d'Espoir. Alors, les cultures expérimentales étaient situées au biojardin Rocher-Percé et les rendements ont été évalués. Et la culture va être reprise aussi en été 2012 et probablement en été 2013 pour avoir 3 bonnes années pour comparer les résultats. C'est dans le but d'éventuellement, le groupe aimerait éventuellement pouvoir faire pousser ses propres céréales ici à Val d'Espoir sur des terres de gens là, qui sont propriétaires de terres agricoles non utilisées. Et à ce moment-là, ils pourraient moudre la farine de leurs grains directement de Val d'Espoir. Alors, le groupe a aussi acheté un moulin à farine cet automne, donc qui leur permet de moudre leurs grains. Pour l'instant, c'est des grains achetés, mais qui leur procurent de la farine fraîchement moulue. Et donc, ce qui s'en vient pour le groupe est en train de se coordonner pour planifier des activités de boulange de manière régulière, des activités de mouture également. Et
Il y a quelques membres du groupe qui sont à la recherche de partenaires financiers et en préparation d'un plan d'affaires, justement, pour préparer les prochaines années qui viennent. Un autre projet que j'accompagne, c'est les jardins communautaires. Sur le territoire, Produire la santé ensemble accompagne 2 jardins communautaires, celui de Gascon et celui de Val-d'Espoir. Faut se rappeler que la saison 2011 a été une saison particulièrement pluvieuse. La température était pas toujours au rendez-vous. Mais malgré ça, les 2 jardins communautaires ont quand même eu des bonnes récoltes et ont aussi apprécié leur expérience de jardinage ensemble. À Gascon, en 2011, ils avaient 15 membres au jardin et cette année, ils ont l'objectif d'augmenter à 18 membres, donc 18 parcelles individuelles. Comme à chaque année, ils prévoient aussi la culture collective de parcelles de pommes de terre. Ils ont maintenant une structure d'organisme à bon but non lucratif, donc ce qui leur permet là, d'avoir un conseil d'administration là, de quelques personnes qui vont assurer la gestion et le bon fonctionnement du groupe. Je vous dirais que le potager, le jardin communautaire de Val-d'Espoir est quand même assez autonome et au niveau de la pérennité, je pense que c'est un projet qui va bien continuer. Pour ce qui est du jardin communautaire de Val-d'Espoir, la saison 2012 sera la 4e année de culture. Et cette année, le jardin communautaire vise d'avoir là, 15 membres. Ils étaient 8 l'année passée, alors il y a quand même beaucoup de recrutement là, qui a été fait. Faut savoir que le jardin communautaire de Val-d'Espoir dépend peut-être un peu plus de la ressource de Produire la santé ensemble. Ce qui a fait en sorte qu'à l'été dernier, il y a eu un peu de déstructuration, de manque de communication entre les membres. Malgré tout, ils ont quand même eu quelques activités qui se sont déroulées, entre autres une cueillette de bleuets. Et ils font toujours aussi des activités semis là, au début de la saison. Pour l'année 2012, il y a un souci des membres de mieux se structurer. Alors, il y a eu une présidente et un vice-président qui ont été nommés et qui ont décidé de prendre en charge le jardin communautaire, là, de plus s'impliquer. Il y a aussi beaucoup des membres du jardin communautaire qui ont pris en charge des tâches pour permettre une autonomisation et une pérennité du jardin suite à la fin du laboratoire rural. Le jardin communautaire de Val-d'Espoir aussi, qu'est-ce qui est particulier cette année, c'est qu'ils ont des parcelles collectives. Il y a possibilité d'avoir jusqu'à 12 parcelles collectives. Les 12 ne seront peut-être pas toutes cultivées. Donc, ce sont des grandes parcelles pour lesquelles il va y avoir des cultures faites en commun. Et différentes équipes sont créées pour s'occuper de chaque culture différente, par exemple les pommes de terre, carottes. Alors c'est une manière de jardiner qui, je pense, qui en attire plusieurs, qui permet d'avoir des légumes de conservation pour une bonne partie de l'année à qui demandent moins de temps et moins d'énergie que si on les faisait tout seul. Finalement, quelques mots sur le projet Renaissance. Le projet Renaissance qui vise à accueillir 25 nouveaux arrivants d'ici 2014. Le projet Renaissance a pris une pause à l'automne 2011, mais par contre, les activités ont repris là, depuis janvier 2012. À l'été 2011, il y a eu un stagiaire de l'Université Laval qui est venu travailler pour le projet Renaissance. Donc, il a travaillé à documenter la démarche et à faire des recherches aussi au niveau des différents modèles de quartier et de repopulation, si on peut dire. Donc, les différentes actions de Renaissance, pour l'instant, il y a un répertoire des terres, des terrains, des lots à vendre, des maisons à vendre, qui est mis à jour. Il y a aussi un répertoire des acheteurs potentiels pour les différents projets. Et en ce moment, on a 2 projets. On a le rachat de 2 lots publics du ministère des Ressources naturelles, donc qui totalise une centaine d'arbres, qui va être offert à 6 à 8 familles qui ont des projets d'autonomie alimentaire ou agroforestier. Et on a aussi un projet d'écoquartier au centre du village
qui est porté par un citoyen qui est prêt à vendre une partie de sa terre et qui vise l'installation de 4 à 5 familles qui partagent des valeurs d'entraide et de développement durable. Et ils auraient aussi éventuellement un espace collectif qu'ils pourraient utiliser conjointement. Le projet Renaissance, c'est un comité de citoyens qui se penche aussi sur l'article 59 qui vise l'utilisation résidentielle en zone agricole, donc qui se penche sur différents moyens d'avoir accès à plus de terrain, plus d'emplacements et de maisons pour des nouveaux arrivants à Val d'Espoir. Alors, ça fait le tour. Merci beaucoup. Nous allons vous parler de la logique éducative qui comprend les petits cuistots et les potagers éducatifs. les petits cuistots dans la MRC Rocher-Percé. Ça s'étend, ça s'étend. On est rendu à 5 écoles. Pour commencer, l'école Saint-Joseph de Chandler en est à sa 2e année pour sa part. 56 élèves, 18 parents, dont 2 papas. Ça, on doit dire, les papas, on a atteint notre objectif. On a des pères dans toutes les écoles qui se sont impliqués dans toutes les écoles. L'école Saint-Joseph, on a fait 5 ateliers. L'école Saint-Paul de Pabot, on a à peu près 112-113 élèves. Il y a eu de 13 à 15 parents qui se sont impliqués et aussi des papas. On a fait 6 ateliers à l'école Saint-Paul de Pabot. Les 2 nouvelles écoles dont je vous parlais tout à l'heure, l'école Saint-Bernard de Gascon et l'école Bon Pasteur de Sainte-Thérèse. L'école Saint-Bernard de Gascon, c'était sa première expérience cette année avec 48 élèves, donc toute l'école au complet, et 1 à 2 parents qui se sont impliqués. Parce qu'on testait un modèle. Vous allez comprendre tout à l'heure les modèles. L'école Bon Pasteur de Sainte-Thérèse, c'était seulement la classe de 5e et 6e année, avec 14 élèves, et plus ou moins 2 parents aussi qui se sont impliqués, mais toujours un papa. Je vous parlais tout à l'heure des modèles. En fait, on a testé cette année 4 modèles. Le premier modèle, c'est le modèle avec l'école de Sainte-Thérèse, un prof pivot. Donc, un prof qui prend tout en charge. C'est-à-dire, le prof va déléguer pour l'achat des ingrédients des petits cuistots, des ateliers culinaires, va trouver ses parents, va faire les rencontres préparatoires, etc. On prend tout en charge. Le deuxième modèle, c'est un prof pivot, un parent pivot. Ça, c'était l'école de Gascon cette année. Donc, le prof s'occupe de la partie pédagogique et le parent pivot s'occupe de tout ce qui entoure les ateliers. Donc, l'achat des ingrédients, la préparation le matin même, etc. Troisième modèle à Chandler. Une personne externe à l'école, mais qualifiée, donc quelqu'un du CLSC, qui prend tout en charge. Et dernier modèle, celui de Pabot, ce sont les parents, un groupe de parents qui prend tout en charge. Si on revient à ces modèles-là, je peux tout de suite vous dire d'emblée que, bon, évidemment, ça dépend des milieux, mais un modèle qui a été gagnant cette année, c'est celui de Gascon. Donc, un prof pivot, un parent pivot. La difficulté a résidé au niveau de Sainte-Thérèse, avec un prof pivot. Le prof pivot a trouvé que c'était une charge supplémentaire de devoir tout organiser. Il faut dire que la prof pivot à Sainte-Thérèse a trouvé que les parents, c'était difficile à recruter dans ce milieu-là. Donc, il y a un problème d'implication communautaire dans le milieu de Sainte-Thérèse. À Chandler, ça a super bien été cette année avec quelqu'un du CLSC. Donc, ce qu'elle faisait, la technicienne en nutrition, c'est le lundi, elle convoquait ses parents pour une réunion préparatoire de l'atelier. Le mardi, le parent responsable des ingrédients allait acheter les ingrédients. Le mercredi, on tenait l'atelier et voici, c'était fini pour le mois. On recommençait le mois suivant. Celui de Pabot cette année,
ça a été le modèle où c'était un groupe de parents qui prenaient tout en charge. Dans la première partie de l'année, c'est-à-dire à l'automne et début de l'hiver, ils ont testé un autre modèle, un modèle autocratique, donc un parent qui prend tout en charge. Ça a plus ou moins bien fonctionné. C'est à partir de la rencontre préparatoire, la rencontre bilan de mi-parcours que les parents ont décidé de changer leur modèle puis de revenir au modèle gagnant dans leur communauté qui est la prise en charge par plusieurs parents plutôt qu'un modèle autocratique. Dans les recommandations générales de cette année, au niveau du recrutement, si on commence au mois de septembre, au niveau du recrutement, c'est important que Produire la santé ensemble tient un kiosque afin de sensibiliser les parents à la venue des petits cuistots dans leur école cette année. Pour le recrutement des parents, on a constaté que si les professeurs allaient recruter les parents, et même les enfants, parce qu'on a vu que les enfants ont recruté leurs propres parents aux ateliers, mais c'était souvent des parents qui allaient s'impliquer toute l'année. Le nombre d'ateliers, ça dépend des écoles. Pambeau est vite essoufflé, donc Pambeau adorerait avoir 4 ateliers seulement par année. Cependant, à Gascon, ils peuvent avoir 6 ateliers et plus. Au niveau des recettes, on s'est aperçu que la réalité des recettes dans le guide des petits cuistots, elle n'est pas adaptée à la réalité gaspésienne. C'est difficile de trouver certains ingrédients. Et en terminant, je dois dire qu'on a consolidé cette année le fait que ça prend une rencontre de mi-parcours. Donc, au milieu de l'année, il faut que tous les parents et les professeurs se rencontrent pour faire un bilan. Concernant les petits cuistots à Val d'Espoir, c'était la 4e année cette année. À Val d'Espoir, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a un noyau de parents et de bénévoles, dont plusieurs sont là depuis le début, depuis 4 ans. Donc, c'est une équipe qui travaille très bien ensemble, ils sont très autonomes et puis chacun se spécialise dans ce qu'il aime faire ou ce dans quoi il est bon. Il y a une maman qui fait l'animation, une autre les courses, il y a une maman et une bénévole qui s'occupent toujours du côté de la théorie, de l'explication théorique. Il y en a qui font la vaisselle, il y en a qui sont plus au recrutement des bénévoles, s'assurer qu'il va y avoir assez de personnes sur place. Moi, mon rôle, c'est de les accompagner, de leur présenter les ateliers de la trousse et aussi d'organiser les rencontres et le contact avec l'équipe école. Cette année, on a réalisé les ateliers avec tous les élèves en même temps. Donc, le 2e cycle de Percé venait nous rejoindre le mardi après-midi et on avait en tout 45 élèves. Ça a très bien été, c'est bourdonnant, c'est dynamique avec 45 élèves. En ce moment, on se pose la question, est-ce qu'on va continuer comme ça ou on va les diviser en 2, les plus petits ensemble, les plus grands ensemble, surtout pour les plus petits, pour peut-être qu'ils soient plus impliqués. Parce qu'on a des jeunes qui, depuis 4 ans, font les ateliers, ils sont très dynamiques, ils veulent tout faire et ils sont prêts à aller plus loin, prêts à en apprendre encore plus. On a fait 5 ateliers cette année. On a commencé un petit peu plus tard à cause de la rénovation de la cuisine communautaire. Par contre, ça a permis de créer un bel espace pour les bénévoles où est-ce qu'ils peuvent se rassembler pour sociabiliser, faire la vaisselle, préparer les aliments. On continue avec les petits potagers. Les petits potagers, ça se tient durant l'été avec les enfants du camp Bellefeuille et les enfants aussi de la souche, de la base de plein air, la souche à Gascon. On a eu plusieurs ateliers. Ce qui était le fun cette année, particulièrement au camp Bellefeuille, c'est qu'on avait construit une serre. C'est tout nouveau. Camp Bellefeuille a vraiment plongé à fond dans le projet. Donc, avec la construction de la serre, on avait un petit potager en terre à l'extérieur de la serre,
plus on avait des légumes qui poussaient à l'intérieur de la serre, les enfants ont été complètement émerveillés par cette serre-là. À la souche, c'était la deuxième année où on testait aussi un modèle à la souche pour la première fois, cependant, un modèle où on faisait un transfert. Donc, moi, je me présentais les lundis matins auprès des animateurs et je transférais les ateliers. Puis je leur préparais aussi leur boîte à outils. Donc, s'il y avait un jeu sur les patates, je leur donnais des patates, je leur remettais des patates pour pas qu'ils aient à courir à gauche et à droite. Et ils faisaient l'atelier durant toute la semaine dans les deux camps, au camp Bellefeuille et au camp de la base plein air La Souche. Cette année, on a du nouveau matériel. On a Jeune Pousse qui s'en vient avec des nouveaux ateliers. Concernant les potagers éducatifs à Val d'Espoir, c'était la 4e année l'été dernier. Ça a eu lieu au Biojardin sur la côte des Pères. Ce qu'on a testé cet été, c'est un nouveau modèle pour l'animation. Donc, c'est des enfants de 5 à 10-11 ans qui se rassemblaient une fois par semaine pendant 5 semaines dans le but d'apprendre à jardiner. Pour l'animation, ça a été fait en collaboration avec les plateaux de travail de la semence à l'assiette qui ont lieu pendant l'été au Biojardin. Donc, on a travaillé avec les jeunes qui ont reçu une formation d'animation de la part d'une monitrice du camp Bellefeuille pour animer auprès des enfants toutes sortes d'activités, que ce soit du bricolage, des ateliers d'information sur le jardinage, des jeux et le potager en lui-même. Ils nous ont aussi donné un bon coup de main pour le travail du potager et l'entretien. Aussi, qu'est-ce qui a été fait, c'est le transport qui a été organisé. Pour la première année, on a eu un autobus scolaire, un petit autobus qui est passé partout dans le village pour aller chercher les enfants, les amener sur la côte des Pères pour qu'ils puissent participer à l'activité. On a remarqué que presque tous les enfants prenaient l'autobus pour se rendre au potager. Comme l'a dit Clémence, on a bien hâte à l'été prochain pour pouvoir utiliser la nouvelle trousse d'activités de Jeunes Pousses. Et justement, concernant l'été qui vient et les potagers éducatifs, cet hiver, on s'est questionné à savoir comment offrir plus de services sur le territoire, aux extrémités du territoire, et aussi comment offrir une belle qualité d'animation qui pourrait se pérenniser dans le temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré le conseil d'administration et la direction de la base plein air de Bellefeuille pour les convaincre qu'il serait bon qu'ils répandent leur qualité, leurs compétences en animation pour en faire profiter au plus d'enfants possible. Donc, c'est une mission réussie. L'été prochain, il y a 2 animateurs ou animatrices de Bellefeuille qui vont animer nos potagers éducatifs à Belance et à Val d'Espoir. Ils vont être encadrés par une nouvelle coordonnatrice de Produire la santé ensemble et ils vont pouvoir utiliser la nouvelle trousse pour laquelle on a eu une formation Jeunes Pousses. Donc, ça promet des belles choses pour les potagers éducatifs dans l'extrémité est de notre MRC. Donc, vous avez entendu parler des projets communautaires avec Élise, des projets éducatifs avec Clémence et Karine. Maintenant, je prends la parole au nom de Sylvain pour vous parler des projets marchands avec les producteurs agricoles. Donc, peut-être juste en quelques mots, vous résumer la démarche depuis le début du laboratoire. En 2008-2009, on a commencé par faire un portrait de tout ce qui s'est, auprès de tous les producteurs de la MRC Rocher-Percé pour voir qu'est-ce qu'ils produisent, quels sont leurs besoins avec le développement de la mise en marché locale, puis quel genre de projet on pourrait mettre en place. Donc, c'est vraiment venu d'eux l'idée de faire des groupes d'achat pour faire de la mise en marché de viande locale. Donc, quand on a priorisé, en fait, beaucoup ce volet-là,
de mise en marché de bœuf local. Donc, c'est ce qui a été fait en 2009-2010. On a fait un projet pilote avec, pour commencer, 2 bœufs puis 10 familles. Donc, chaque famille se partageait, 5 familles se partageaient un bœuf. Et le défi là-dedans, comme on n'a pas d'abattoir localement, c'était de réaliser tout le circuit, donc d'amener le bœuf à Luseville, dans le Bas-Saint-Laurent, le ramener ici, faire la découpe finale, emballer sous vide, congeler, et puis redistribuer ça aux 5 familles. Donc ça a été réalisé en 2009-2010 pour commencer avec 2 bœufs. Ensuite, en 2010-2011, ça a été fait à 2 autres reprises là, avec 8 bœufs au total. Donc on a monté là, à 60 familles. Donc on a vraiment testé ce modèle là, de mise en marché. Et est venu se rajouter aussi le volet du poisson. Donc, les pêcheurs, les grands palangriers, en la personne d'Annick Stevens, ont organisé des criées pour vendre la morue directement sur le quai. Puis aussi, en 2010-2011, ils ont décidé de dériver une partie du poisson qu'ils ont l'habitude de vendre à l'usine pour vraiment eux-mêmes en faire la transformation. Au même titre qu'on fait le bœuf, là, avec un emballage sous vide puis une congélation et une vente directe aux familles. Donc, je dirais que les 3 premières années du laboratoire, ça a été ça, faire un portrait puis tester des scénarios, des façons de faire de la mise en marché de bœuf du poisson. Maintenant, dans la dernière année, en 2011-2012, notre objectif, c'était de faire en sorte que ces projets-là reposent plus sur PSE, mais vraiment plus sur les producteurs locaux. Alors, on avait un objectif de transfert. Donc, on a réuni, il y avait 3 producteurs bovins. Il y avait donc Annick pour représenter le poisson et Jonathan des productions maraîchères Cajot pour représenter le volet des légumes. Donc, tout ce monde-là ensemble ont essayé de faire de la mise en marché, donc de reprendre le projet pilote. Ça s'est quand même bien déroulé. Donc, M. Alcide, à son kiosque sur la 132, s'est mis à vendre du bœuf là l'été dernier. Annick a fait la transfo de son poisson et Jonathan a comme plus pris en charge le volet plan d'affaires développement. Toutefois, ce qui s'est passé en cours de route, il y a eu il y a eu quand même du support important au niveau du MAPAC et de l'UPA pour essayer vraiment de structurer tout ça. Mais ce qu'on a constaté ultimement, c'est que chaque producteur a beaucoup d'énergie à mettre dans sa propre entreprise. Puis c'est difficile de trouver le temps et l'énergie là, de reprendre là, les projets de groupe d'achat. Donc, il y a eu un peu d'effritement avec ce noyau de départ-là. Donc, il a fallu se poser des questions, puis peut-être aussi remobiliser, dans le fond, d'autres personnes intéressées par le projet pour renforcer l'équipe. Alors, les 3 producteurs bovins, eux, ont vraiment dit non, nous, on va se consacrer sur notre entreprise. On est toujours là pour fournir le bœuf si vous en voulez, mais on va plus s'investir dans la mise en marché. Donc, il reste Annick et Jonathan. Et dernièrement, est venu s'ajouter à ce groupe-là Sylvain du groupe de moulins à farine à Val d'Espoir, Jean-Philippe du groupe pas du groupe, mais de l'entreprise des Bagels. Il y a aussi Karen et Benoît des Jardins élémentaires qui produisent des légumes, Marie-Claude Vézio et Stéphane Reil qui produisent aussi des légumes à petite échelle. Donc là, on est en train de reconsolider une équipe, mais pas une autre, mais renforcer l'équipe avec du nouveau monde et redéfinir un peu mieux vers où on veut aller dans le futur. Donc, ce groupe-là, pour l'instant, va peut-être mettre de côté un peu le bœuf puis le poisson, puis vraiment se concentrer sur quelle structure ils veulent se donner. Et leur objectif, c'est de diversifier l'offre d'aliments dans la MRC Rocher-Percé. Donc, peut-être plus à l'image de ce qui se fait dans la baie des Chaleurs avec le réseau Baie des Saveurs, là, dans lequel est commercialisé du miel, du sirop d'érable, des légumes et du bœuf aussi. Donc, regrouper des produits qu'on a déjà finalement, puis les offrir d'une façon plus structurée aux gens de la MRC Rocher-Percé.
Donc, c'est le défi de la prochaine année et nous, quand même, on a encore un défi de commercialiser le bœuf et le poisson qui reste. Donc, il n'en reste pas beaucoup. C'est comme une édition limitée, étant donné qu'on ne sait pas dans combien de temps le nouveau groupe vont remettre en place la commercialisation du bœuf et du poisson. Donc, je vous présente rapidement les produits de chez nous. Donc, on a un bœuf haché ici, emballé sous vide, congelé. Et au niveau du poisson, comme je vous disais, Annick a travaillé fort pour... ça, c'est un flétan, une dame de flétan emballé sous vide, congelé. Et ici, des morceaux de morue. Donc, il nous reste encore quelques boîtes de produits comme ça pour les intéresser. Puis on verra par la suite avec le nouveau regroupement de producteurs si on reprend la commercialisation de ces produits-là. Donc, pour la partie de l'évaluation, je prends la parole au nom de Joël Gauvin-Racine qui nous a beaucoup aidé à développer ce volet-là. Comme vous savez aussi, on a un comité d'évaluation qui est très actif. Donc, Joël ainsi que le comité ont travaillé super fort pour, premièrement, essayer de mettre le projet dans un cadre logique. Donc, vraiment pour essayer d'être capable de voir le projet entier dans un tableau, dans un schéma, ce qui nous permet ensuite de décider quelle partie on veut évaluer. Parce qu'on était bien conscient qu'on ne pouvait pas évaluer tous les projets du laboratoire rural. Alors, on a commencé par faire ça. Ensuite, il fallait déterminer nos questions de recherche. Dans le fond, oui, on veut évaluer, mais qu'est-ce qu'on veut apprendre, puis qu'est-ce qu'on veut savoir? Et là, si vous vous rappelez bien, les partenaires, vous avez été sondés lors d'une rencontre au printemps l'année dernière, puis on vous a carrément demandé pour chaque projet, pour chaque volet, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre là-dedans? Donc, nous, on est revenus en comité, on a travaillé fort pour essayer de mieux préciser les questions d'évaluation et aussi on a ciblé 3 projets pilotes à évaluer. Donc les jardins communautaires, on veut savoir comment ça s'implante à la lumière de ce qui a été vécu à Val-d'Espoir et à Gascon, puis aussi comment ça se vit, la gouvernance, les décisions, tout ça, et comment ça peut perdurer dans le temps sur la base du bénévolat. Donc vraiment, les jardins communautaires, c'est essentiellement autour de ça qu'on oriente l'évaluation. Le deuxième projet pilote à évaluer, c'est la mise en marché collective. Donc là, on a beaucoup de choses à apprendre par rapport à les modèles qu'on a mis en place versus comment on s'y est pris pour essayer de transférer ces modèles-là vers le milieu. Pourquoi le milieu, c'est peut-être pas approprier complètement les modèles qu'on a mis en place et puis maintenant, comment ça va s'aligner pour l'avenir là, avec vraiment les besoins du milieu. Donc, le projet pilote de mise en marché ou de groupe d'achat va être intéressant à évaluer dans un sens parce qu'on va pouvoir tirer des leçons de la démarche qu'on a mis en place. Et finalement, le troisième projet pilote, c'est pas vraiment un projet pilote, mais c'est plutôt nos rencontres de suivi. Nous, là, les 3 rencontres par année avec les partenaires et les citoyens, ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de prioriser dans l'évaluation pour voir à quel point on réussit à donner du pouvoir d'agir aux citoyens puis aux leaders dans nos rencontres puis dans notre démarche de gouvernance participative. Donc, c'est quand même un gros travail du comité d'évaluation dans la dernière année d'en être arrivé à prioriser ces 3 projets-là, puis à sortir les questions d'évaluation pour chacun. Et même, je dirais qu'on est allé un petit peu plus loin parce que dans le cas des jardins communautaires puis des rencontres de partenaires, on a déjà construit les outils de collecte et on connaît bien notre calendrier de collecte aussi. Fait qu'on est en train en ce moment d'aller chercher les informations dont on va avoir besoin. Puis, à partir de l'automne 2012, Joël va revenir nous donner un coup de main pour nous aider à analyser toutes ces informations-là, puis à tirer des leçons ou des conclusions qu'on pourra mettre dans le rapport final du laboratoire rural en mars 2014. Donc, voilà pour le comité, le volet évaluation.
Maintenant, un autre volet qui est quand même assez lié, c'est le transfert. Donc là, c'est Marie-Claude Vézio qui nous a aidés l'année dernière là-dedans. Donc le transfert, lui, il sert à faire rayonner un peu les leçons qu'on a tirées dans l'évaluation. Marie-Claude avait le mandat de rédiger 2 guides de transfert. Donc un sur les jardins communautaires, puis un sur les petits cuistots. Donc sont presque complétés. Donc, si on voit le guide des jardins, des petits cuistots, ça s'adresse essentiellement aux équipes écoles, aux enseignants ou aux intervenants qui souhaitent implanter des ateliers de petits cuistots dans leur milieu. Parce que ça a été créé, les petits cuistots, par les ateliers 5 épices à Montréal. Mais nous, la particularité qu'on a ajoutée, c'est que ce sont des bénévoles de la communauté qui les animent, ces ateliers-là. Donc, dans ce guide-là, on retrouve vraiment comme la démarche communautaire, comment une école mobilise ses bénévoles, puis comment est-ce qu'on fait pour que ce soit justement ces personnes-là qui animent, durant les heures de classe, ces ateliers-là auprès des enfants. Donc, ce guide-là, présentement, on en est à faire la rédaction graphique, puis les corrections linguistiques aussi. Il devrait y avoir un lancement qui va être fait, mais probablement plus à la rentrée scolaire en septembre 2012. Le deuxième guide que Marie-Claude a fait, c'est un guide sur les jardins communautaires, comme je le disais, et celui-ci, il fait état des 2 modèles qui ont été développés à Gascon puis à Val-d'Espoir. Donc, il explique vraiment comment ça s'est implanté, puis quels sont les outils aussi qu'on a développés pour aider les citoyens là, à mettre en place ces jardins-là. Le guide s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui veut partir un jardin communautaire dans sa communauté. Et présentement, Annie est en train de faire la révision graphique, puis on est aussi en train de faire toutes les corrections là, nécessaires pour faire le lancement officiel vers la fin du mois de mai. Donc, c'est très bientôt. Donc, voilà pour les outils de transfert. Peut-être pour ajouter que, dans le fond, c'est notre vocation comme laboratoire rural de produire des outils comme ça, puis de les rendre accessibles aux autres régions du Québec. Évidemment que si, par exemple, la région du Bas-Saint-Laurent veut implanter des jardins, bien, on peut d'une part leur envoyer le guide, d'autre part, on peut aussi se déplacer pour aller donner des ateliers, des conférences, mais c'est bien évident qu'on ne va pas embaucher quelqu'un qui va aller travailler là-bas pour développer des jardins. Par contre, dans notre MRC, c'est possible, avec la nouvelle structure qu'on va se donner, le nouveau Produire la santé ensemble, c'est possible qu'on en vienne à jouer un rôle pour aider directement, vu qu'on est là, chez nous, donc aider directement d'autres communautés qui voudraient démarrer des jardins dans leur milieu. Alors, pour les communications, nous avons un bon comité de communication avec 4 partenaires. Puis, on fait des rencontres peut-être 3 fois dans l'année pour s'assurer que notre stratégie de communication, avoir des conseils un peu des partenaires. Donc, on a toujours 4 objectifs de communication. Le premier, c'est un objectif de sensibilisation sur l'autonomie alimentaire. Donc, c'est des choses qui passent pas nécessairement par Produire la santé ensemble, mais c'est plus sur le thème général. Cette année, on a fait quelques conférences qu'on a fait venir ou qu'on a été les autres des conférences sur plusieurs sujets. Entre autres, il y a eu la conférence d'Yves Gagnon sur le jardinage écologique et on a eu aussi Linda Rutenberg qui est venue parler de photographie des jardins. Donc ça nous aide aussi à élargir un peu, pas juste parler de nous, mais c'est ça, l'objectif c'est de sensibiliser. Ensuite, on a l'objectif de faire connaître qui on est au laboratoire. Donc, ça a passé beaucoup par une refonte de notre site Internet. On avait fait l'an dernier un outil explicatif sur plusieurs pages pour expliquer, quand on se promène, qu'est-ce qu'est le laboratoire, puis qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, on s'est servi de cet outil-là qui était déjà fait, puis on l'a un peu transposé sur notre site Internet. Puis maintenant, il y a beaucoup plus de pages et c'est toujours en cours. Donc, on l'est plus approprié. Puis aussi, entre autres, on a fait la journée porte ouverte dans le cadre de, je crois que c'était la journée de l'entrepreneuriat.
où dans la MRC, on avait été choisi. Donc, on a fait la journée porte ouverte. Puis, on a entre autres inauguré cette journée-là le moulin à farine. Puis ça a permis vraiment à mobiliser encore une fois tout le village. Là. Je pense que le Hérault était plein. Donc, dans l'objectif de couvrir un peu nos activités, ça se poursuit toujours un peu dans... Comment pourrais-je dire? C'est ça. Moi, je suis un peu dans le travail dans l'ombre pour mettre en valeur les projets. Puis, c'est souvent des affiches, que ce soit pour vendre le bœuf ou les produits locaux, que ce soit pour l'inscription des jardins communautaires ou pour les pique-niques qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un peu un travail sur toute l'année où est-ce que je suis là pour les outiller avec des outils promotionnels. Ensuite, dans notre objectif d'appropriation, pour que les gens s'approprient un peu la démarche, on a fait, entre autres, durant l'année, il y a eu, ça c'était je crois l'été ou l'automne dernier, le défi Produire la santé ensemble, où on suggérait aux gens de faire 10 actions pour augmenter leur autonomie alimentaire. Donc ça, entre autres, on a participé à la journée en bleu, la journée des Gaspésiens, je crois, à la vieille usine, où on était là avec nos petits pamphlets pour que les gens cochent qu'est-ce qu'ils font déjà, puis se rendent compte... où ils en sont en fait dans leur autonomie alimentaire. On se rend compte que souvent on fait déjà des choses puis que c'est pas si difficile que ça d'en faire plus. Puis pour ce qui est, c'est un peu le bilan. Puis là on a eu une rencontre dernièrement pour qu'est-ce qui s'en vient avec le comité de communication. Puis on a vraiment misé sur faire un bilan un peu de tout ce qu'on a réalisé pour montrer aux gens qu'on a fait vraiment un gros travail dans les 4 dernières années. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? On va faire un publi-reportage d'une page dans le journal Graphici qui va sortir, ça va être dans le journal de juin ou de mai, on va voir. Puis ensuite, on a refait la carte postale qu'on utilise comme pamphlet un peu pour donner à tout le monde. Puis ça, c'est vraiment axé sur le bilan de tout ce qui a été réalisé et on a beaucoup chiffré nos choses pour vraiment... montrer l'impact qu'on a eu dans la communauté. Ça, on va se servir de ça pour jusqu'à l'automne. Puis à l'automne, on verra avec la pérennité qu'est-ce qui s'en vient pour réajuster notre stratégie de communication. Ça fait pas mal de tour. On est maintenant rendu à vous parler de la pérennité de Produire la santé ensemble. Donc, comme vous le savez, dans 2 ans, le laboratoire se termine, puis on souhaite que Produire la santé ensemble puisse continuer là, au-delà de ces années-là. Donc, il y a eu un comité qui a été mis en place, qu'on appelle le comité Avenir ou le comité Pérennité. Dans ce comité-là, il y a autant des partenaires que des citoyens bénévoles impliqués dans les projets terrain. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ce comité-là? C'est qu'on a d'abord rencontré l'équipe pour voir si ça continue, là, Produire la santé ensemble, qu'est-ce que ça devrait être, qu'est-ce que ça devrait faire. Ensuite, on vous a rencontré à 2 ou 3 reprises l'ensemble des partenaires aussi pour faire des petits ateliers d'échange avec vous autres, pour essayer d'imaginer quelle forme ça pourrait prendre, la suite du projet. Et je dirais que plus récemment, il y a eu plus de citoyens encore qui ont embarqué dans la réflexion. Puis vraiment, on a déterminé ce serait quoi notre mission, ce serait quoi notre vision, ce serait quoi les activités concrètes qu'on ferait dans le futur, ce serait qui serait au cœur de ce projet-là, ce serait-tu un OBNL, une coopérative? Donc, on a vraiment fait le tour de la question. On n'est pas encore arrivé à des conclusions, mais je pense qu'à notre prochaine rencontre, le 29 mai, je pense qu'on va être pas mal en mesure, là, au moins, de former un petit CA provisoire, puis de commencer dès maintenant à vivre la nouvelle structure de Produire la santé ensemble. Donc, je vais vous résumer sous forme un peu plus schématique, là, un peu les résultats de la réflexion de la dernière année concernant la pérennité. Donc, comme vous l'avez vu, on vient de vous résumer justement dans la vidéo l'ensemble des volets du laboratoire. Donc, au centre, bon, évidemment, il y a le laboratoire rural qui fait des communications, de la concertation, de l'évaluation et du transfert. Ça, on va continuer de le faire encore pendant 2 ans. Puis, on supporte évidemment les projets des 3 logiques, donc les projets éducatifs,
les projets nourriciers et les projets marchands. Donc, c'est vraiment, ça, c'est qui on est, je dirais, depuis 4 ans, puis c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment comme laboratoire rural. Maintenant, pour la suite du projet, on a conclu qu'on voulait perpétuer la mission de produire la santé ensemble, et même à la dernière rencontre, on a même conclu qu'on voulait perpétuer le nom produire la santé ensemble. On ne voulait pas que la suite porte un autre nom. Donc vraiment, ce serait de continuer de travailler à améliorer la santé des gens puis des communautés en allant vers une plus grande autonomie alimentaire. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il nous reste 2 années, et ce qu'il faut, c'est peut-être justement de mettre cette suite-là plus au centre de nos préoccupations, et le laboratoire rural, de le tasser un petit peu et de le fermer. Dans le fond, il reste 2 ans, on va le fermer convenablement, on va bien se rendre jusqu'au bout de l'expérimentation, mais il ne sera plus central. Vraiment, là, on est rendu où il faut que la nouvelle structure devienne le centre d'intérêt. Et qu'est-ce que ça ferait? Oui, améliorer la santé par une plus grande autonomie alimentaire, mais concrètement, au niveau des activités, on a parlé de maintenir les activités d'éducation et de sensibilisation. Donc, continuer à faire la promotion de l'agriculture et de l'achat local, continuer à faire des capsules dans les médias pour faire la promotion de nos valeurs, de l'autonomie alimentaire, continuer à faire en sorte qu'il y ait des ateliers éducatifs sur notre territoire, toujours en lien avec l'autonomie alimentaire. Donc ça, ce serait une bulle qu'on souhaite pérenniser, puis trouver une manière qu'il y ait des ressources ici là, pour que ça continue. L'autre bulle serait de devenir un centre de référence puis de réseautage. Au niveau des jardins et de la cuisine communautaire, continuer d'être... on a développé des modèles, donc continuer d'être un centre de référence en lien avec le développement des projets comme ça, mais aussi continuer d'être un espace de réseautage pour les jardiniers puis les citoyens qui veulent produire ensemble leurs aliments. Même chose pour ce qui est de la mise en marché locale. Continuer d'être un espace de rencontre pour les producteurs qui souhaitent travailler ensemble. Et justement, les producteurs, récemment, ont pris la décision, eux, de travailler sur la mise en marché collective, mais de façon plus indépendante, si je peux me permettre. Donc, et d'essayer de développer justement un percé des saveurs ou la pointe aux saveurs, un peu à l'image de ce qui se fait dans la baie des Chaleurs. Donc, on aurait un comité de producteurs duquel on pourrait faire la promotion, de ce qu'ils vendent, de ce qu'ils offrent, de ce qu'ils font, mais aussi les soutenir dans le développement de leur nouvelle structure de mise en marché. Donc, ce serait qui, finalement, qui serait au centre des volets éducatifs et de réseautage? Bien, on peut s'imaginer, puis c'est ce qu'on va discuter, en fait, le 29 mai, mais à la lumière des échanges, ça pourrait ressembler à un CA. D'abord, je mentionne que faut aussi se décider si ce serait une coop ou un OBNL, notre structure. Et dans un deuxième temps, la composition du CA pourrait ressembler à ceci. Donc, il pourrait y avoir un siège jardin communautaire, un siège cuisine communautaire, un siège petit cuistot, un siège communication, peut-être 2 sièges pour les producteurs qui sont dans le regroupement la bulle à part là, qui travaille la mise en marché. Et finalement, on pourrait faire 3 sièges pour des membres ad hoc, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui travaille à la caisse populaire ou un chef cuisinier, ou vraiment quelqu'un qui est peut-être plus neutre ou à l'extérieur des projets pilotes terrain. Donc, le CA, une constitution comme ça pourrait avoir, par exemple, 9 membres, et on pourrait ajouter à ces membres-là 3 partenaires en soutien. Je dis 3 partenaires, mais ça pourrait être plus. Donc pour pas non plus perdre la belle synergie qu'on a en ce moment avec les partenaires de la santé, de l'agriculture, de l'alimentation, du développement. Donc, vraiment, des partenaires qui seraient comme aviseurs, pas forcément votants, mais des aviseurs là, pour le CA. Parmi les autres propositions qui sont ressorties aussi, ce serait d'avoir des salariés, des membres de l'équipe
ou en fait des gens qui seraient prêts à prendre des contrats ponctuels pour réaliser des mandats, soit éducatifs ou du réseautage, et que donc que les personnes sur le CA puissent avoir un rapport aussi de salariés ou de contractuels avec Produire la santé ensemble. Donc voilà, c'est vraiment ça met la table sur les orientations de la prochaine année et c'est ce dont on va discuter essentiellement à la rencontre du 29 mai, à savoir quels alignements vraiment précis et concrets on donne là, et ce que je viens de vous présenter, ben, c'est en fait c'est un résumé des idées qui sont ressorties, mais c'est pas quelque chose qui est figé, c'est vraiment on va en parler tout le monde ensemble le 29, puis espérons qu'on puisse même aller jusqu'à l'étape de former un CA provisoire ce jour-là. C'était la vidéo bilan de Produire la santé ensemble 2011-2012. Merci de votre écoute attentive. On veut aussi remercier l'équipe des plateaux Larimage de la MRC Rocher-Percé pour la réalisation du vidéo. Puis on vous rappelle que la prochaine rencontre, on vous attend le 29 mai. Et à l'année prochaine! À l'année prochaine!